Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Nina Dumont, ambassadrice du tri à Biltagarbi. Donc, je vais commencer ma présentation par donner une définition déjà de ce qu'est-ce qu'un déchet. Donc, la définition officielle de 1975 est la première à définir juridiquement la notion de déchet. Donc, c'est tout résidu d'un processus de production, transformation ou d'utilisation de toute substance, matériau, produit, et plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Nous, on dit plus simplement au grand public que c'est un objet dont on n'a plus l'utilité et dont on souhaite se débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'un déchet ménager? Puisqu'on est un syndicat de gestion des déchets ménagers. Déchets ménagers, c'est les déchets des particuliers, donc non professionnels. Et les déchets assimilés, ça va être tous les déchets qui sont d'origine commerciale ou artisanale, mais qui sont par leur nature ou leur quantité assimilables aux déchets ménagers. Voilà, nous on ne s'occupe pas des déchets des professionnels, que des déchets ménagers. Donc, il existe un cadre européen qui définit les priorités en matière de gestion des déchets. Donc, premièrement, c'est la prévention. Donc, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ensuite, ça va être le réemploi, celui qui ne sert plus peut servir à quelqu'un d'autre. Valorisation des déchets, valorisation des matières et organiques. Donc là, ça va être récupérer les déchets pour leur matière recyclable. Valorisation énergétique, ce qui reste après le tri est transformable en énergie. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on ne peut pas valoriser. Donc élimination, en dernier recours, l'enfouissement des déchets. Donc, je vais commencer en fait ma présentation par la prévention. Je vais suivre en fait le schéma de la directive européenne. Voilà, je vais dérouler ma présentation comme ça. Donc, quand même, je vais vous présenter le territoire de Biltagarbi. Donc, on est présent sur tout le Pays Basque et une partie du Béarn. Donc, c'est la carte que vous avez sous les yeux. Donc, on a 3 pôles principaux. Ça va être Canopia, Salwaga et Mendishka. Donc, les ordures ménagères de la partie verte vont être traitées à Canopia, alors que les ordures ménagères de la partie plus rosée vont être traitées à Mendishka. Bon, après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne un peu plus tard. Donc, c'est quoi Biltagarbi? C'est donc 2 collectivités adhérentes, la communauté d'agglomération Pays Basque et la communauté de communes du Béarn des Gaves. C'est aussi 211 communes. C'est 326 000, excusez-moi, 721 habitants. Je n'ai pas du tout l'habitude de donner ces chiffres, c'est pour ça. 207 624 tonnes de déchets ménagers et assimilés qui sont traités. Ça représente à peu près 635 kilos par habitant de déchets produits sur une année. C'est aussi 106 agents de la fonction publique territoriale et enfin 23 élus délégués. Et Biltagarbi, depuis 2018 aussi, a la compétence de traitement des déchets inertes issus des activités du bâtiment avec des travaux publics. Donc là, cette partie-là, moi, je ne vais pas la traiter parce qu'on a vraiment une collègue qui s'occupe vraiment de ça. Je vous donne juste, je vous donne une information. Donc, en fait, il faut savoir qu'en matière de gestion des déchets, il y a 2 compétences complémentaires. Donc, la compétence collecte, donc c'est vraiment le fait qu'une fois que vous sortez vos déchets, vos poubelles, ça va être collecté par des camions. Ça va être géré par la communauté d'agglomération Pays Basque ou la communauté de communes du Béarn des Gaves. Et ensuite, ces camions, ils vont être amenés à aller soit à Canopia ou à Mendishka. Donc, ça va être la compétence traitement qui va être gérée par Biltagarbi, le traitement de ces déchets-là une fois collectés. Donc là, je vais aussi vous donner quelques chiffres. On arrive à valoriser 71% des déchets sont valorisés. Pour les ordures ménagères, on est autour de 62%. La collecte sélective, donc ça va être les emballages recyclables, 97% qui est valorisé. Et enfin, les déchets de déchetterie, on arrive à valoriser maintenant 73%. Voilà, pour avoir quelques chiffres en tête. Donc en matière de
de traitement des déchets, en fait, Bilta Garbi a un outil réglementaire qui est intégré au programme de zéro déchet et zéro de gaspillage. À quoi il sert ce document? En fait, il va servir à donner des objectifs pour diminuer la production globale de déchets de 10% entre 2010 et 2020. Donc, depuis 2015, il faut savoir que Bilta Garbi est labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, ça veut dire que le syndicat doit s'engager à mener sur une année des actions de réduction. Donc, un peu une idée des actions qu'on a menées sur la période 2019-2020. Donc, c'est l'allocation de verres réutilisables et un accompagnement à la mise en place du tri sur les événements du territoire de Bilta Garbi. Ça va être aussi le déploiement de la feuille de route pour la réduction des déchets verts qui sont apportés en déchetterie, la réduction des déchets dangereux, le tri à la source des biodéchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective et diverses actions de promotion du réemploi. Donc là, je vais revenir un peu sur les actions. Donc, action de réduction pour l'organisation de festivités. Donc, comme je disais, c'est l'allocation de verres réutilisables. C'est environ 370 manifestations qui font la demande à peu près chaque année de verres réutilisables. Donc, ça représente à peu près 180 000 verres réutilisables qui sont empruntés voilà, sur une année. C'est aussi un accompagnement pour la mise en place du tri. Donc là, moi, je vais parler de mon pôle, Côte Bascadour. Moi, sur une année, je vais accompagner 18 événements sur la mise en place du tri pour événement. Et c'est aussi 422 bénévoles qui sont sensibilisés pour tout le territoire de Montégarmi sur une année sur cette mise en place du tri et lors de l'événement, essayer de sensibiliser les festivaliers ou autres sur le tri et que le tri soit bien fait. Autre action qu'on a menée, ça va être aussi la réduction des déchets dangereux. Donc là, en fait, on a fait le constat qu'on avait de plus en plus de fusées de détresse qui nous arrivaient sur le centre de tri. Donc, on a organisé une collecte exceptionnelle de fusées de détresse périmées avec l'appui technique de Aperpiro, qui est l'organisme de collecte de ces déchets-là. Donc, là, on a mené cette opération en septembre 2020. On l'avait déjà menée l'année passée, mais là, pour 2020, ça a représenté 219 kilos de déchets collectés, soit à peu près 709 unités de fusées détresse qui ont été collectées, qui finiront donc pas au centre de tri, comme ça a pu être le cas par le passé. Ensuite, on mène aussi une lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Donc, ça peut être voilà, une demande d'une école qui nous fait, ou alors de lycée, collège, qui nous fait la demande d'intervenir en classe et aussi à la cantine pour essayer de sensibiliser les élèves. Donc là, sur l'année 2019, ça représentait 1126 élèves sensibilisés en classe et 1230 directement à la cantine. Et depuis l'année dernière, on a aussi un partenariat avec la communauté d'agglomération Pays Basque pour la réalisation de leur plan alimentaire territorial. Donc, en fait, on a demandé aux cantines volontaires sur le territoire de Bilta Garbi de faire un diagnostic un peu de leur gaspillage. Et on va d'abord réaliser des pesées. Ensuite, sensibiliser les élèves et essayer de refaire des pesées pour voir si la sensibilisation a eu un impact sur les pesées, s'il y a moins de gaspillage. Donc, voilà, c'est à peu près 1369 élèves qui ont été sensibilisés et 55 agents qui travaillent donc en cantine qu'on a sensibilisés pour l'année 2019. Autre action qu'on a menée, c'était l'élaboration de la feuille de route pour les déchets verts. On a fait le constat qu'en fait, on avait de plus en plus de déchets verts qui arrivaient en déchetterie. Donc, c'est essayer de sensibiliser les usagers des déchetteries. Ces déchets-là, en fait, ils peuvent être réutilisés dans le jardin au lieu de l'amener à la déchetterie. Donc, pour ça, en fait, on a essayé de lancer une offre de réduction de 50 € par foyer pour broyer les déchets verts qu'on peut amener en déchetterie. Donc, ça peut être des déchets de taille ou de la tonte. Donc, pour ça,
on a pour ça 10 partenaires professionnels qui sont recensés et pour l'instant, on a adressé 26 bons voilà, pour essayer de justement réduire ces déchets-là. On a aussi fait 16 démonstrations de broyage en déchetterie pour essayer de montrer aux usagers comment on faisait le broyage et comment réutiliser ces déchets une fois broyés. Et voilà, après, l'association aussi Avenir à Galassi-Baïgori, eux, ils ont mené une action de broyage auprès de 24 foyers. Voilà, donc on les a soutenus dans cette démarche-là. On a aussi fabriqué justement un stand zéro déchet pour le jardin pour essayer de sensibiliser toujours les usagers, mais lors d'événements ou lors d'animations. On a aussi mis à disposition un broyeur domestique à l'association Troucatou de Laons. Et enfin, on a aussi essayé de sensibiliser les communes. Donc, ça va être oui, voilà, le personnel qui s'occupe de l'entretien des espaces verts des communes présentes sur le territoire de Biltagarbi à la gestion de ces déchets verts. Donc, essayer de les réduire et essayer de réemployer ces déchets-là voilà, en forme de paillage ou de compostage, voilà, pour essayer toujours de les réduire et de ne pas les apporter en déchetterie. Donc, depuis le début aussi de la création de Biltagarbi, on a aussi à cœur de trier à la source les biodéchets. Donc, pour ça, on a plusieurs solutions de compostage, alors qui sont soit individuelles ou collectives. Donc, concernant le compostage individuel, donc ça va être les composteurs classiques qu'on peut avoir dans les jardins, soit en bois, soit en plastique. Donc, on a un partenariat avec l'agglomération qui propose une mise à disposition de ce matériel pour 10 €. Alors, ça peut être, je crois qu'en Béarn des Gaves, c'est 20 € si c'est un composteur en bois. Et donc, c'est pour essayer toujours de composter dans la maison. Autre solution qui peut être apportée aussi pour les maisons, l'habitat individuel, ça va être aussi le lombricomposteur ou alors l'habitat collectif. Excusez-moi. Ça peut être aussi ça. Si on n'a pas de jardin, en fait, on peut essayer d'utiliser un lombricomposteur. Donc pour ça, en fait, on a un maître composteur qui va vous faire suivre, qui peut faire suivre une formation, qui fait suivre plutôt une formation d'1 heure à peu près, pour présenter le matériel, parce que ça peut être un peu plus compliqué à gérer qu'un composteur, mais comme ça, on est sûr qu'il y a un suivi. Et à la suite de ça, on propose donc le matériel pour lombricomposter. Autre proposition qui peut être faite aussi pour l'habitat collectif, ça va être le compostage collectif. Donc là, ça va être en pied d'immeuble, le compostage en pied d'immeuble. Donc ça va être comme des gros composteurs qu'on peut avoir dans le jardin. Là, pareil, ça va être un accompagnement qui va être fait avec notre maître composteur, parce qu'il va falloir calculer le nombre de biodéchets que va accueillir le composteur, et il va falloir calculer la taille de ce composteur-là et faire un suivi. Donc là, à l'heure actuelle, on a quand même 71 sites de compostage collectif en résidence sur notre territoire. Et depuis 2019, là, la rentrée 2019, on a testé aussi le pavillon de compostage. Donc là, ça va être pour les déchets de les producteurs de gros biodéchets, les gros producteurs de biodéchets, je vais y arriver. Donc plutôt de la restauration. C'est la cantine scolaire Yantéi qui nous a demandé de les accompagner pour ça, et c'est pour essayer de valoriser en fait les déchets lors de la préparation des repas, mais aussi les restes de repas, essayer de les valoriser. En matière de réemploi, on a mis en place aussi depuis, je crois que ça fait depuis 2 ans qu'on a mis en place ça, des cabanes à dons. En fait, c'est des, je ne sais pas si on voit bien, là, la petite armoire, c'est des petites étagères qu'on met, par exemple, en camping et en auberge de jeunesse, où les gens viennent déposer ce qu'ils veulent et en échange, ils peuvent récupérer ce qu'ils veulent aussi. Il n'y a pas de, c'est du troc en fait, c'est une notion de troc. Et donc, on a mis ça aussi en place dans les résidences étudiantes du Crous parce qu'on a vu que les étudiants, ben, ça pouvait leur être utile et que ça les intéressait de mettre en place ce genre de cabane à dons. On a mis ça aussi en place au foyer des jeunes travailleurs de Bayonne et on est en train de travailler avec le foyer des jeunes travailleurs de Biarritz pour mettre la même chose dans ce foyer-là. On a aussi organisé 19 collectes de textiles.
lors de la semaine de réduction des déchets de l'année dernière. Donc, on a récupéré 2 tonnes de textiles. Et aussi, il faut savoir qu'on a des bornes de collecte de textiles qui sont un peu partout sur le territoire. Et ça représente à peu près 163 tonnes de textiles qui sont collectés. Biltagarbi, c'est aussi en matière de réemploi, 7 partenariats avec des structures locales du réemploi pour leur permettre de collecter les déchets, en déchetterie des objets donnés par les usagers. Donc ça va être pour les vélos Chirindola. Après, on a d'autres partenariats aussi avec Emmaüs. Voilà, donc c'est à peu près 150 tonnes d'objets qui sont détournés pour le réemploi ou la vente de seconde main chaque année. Et donc, pour mener à bien toutes ces opérations, on a donc un service de sensibilisation de proximité dont je fais partie. Donc, on est 17 ambassadeurs du tri répartis sur tout le territoire, donc, qui sont gérés par une responsable de service. Voilà, on est délégué auprès des collectivités adhérentes. Donc, nos missions principales, c'est quoi? Ça va être justement la réduction des déchets et promouvoir le tri des déchets. Donc, sur une année, ça représente à peu près 49 189 personnes qui sont sensibilisées. Alors, ça peut être directement ou indirectement, donc via du porte-à-porte. Ça peut être aussi via des interventions scolaires. Ça peut être aussi via des stands d'animation. Ça peut être aussi des professionnels qui nous demandent d'intervenir auprès de leurs salariés pour les sensibiliser. Voilà, on voit un peu tout type de public. Et donc, une fois qu'on a essayé de réduire les déchets à la source, maintenant je vais parler quels sont les déchets ménagers recyclables qui vont passer par Canopia, qui est notre centre de tri. On a un centre de tri en fait sur le territoire, qui est basé donc à Canopia, à Bayonne-Nord. Donc ça va être les déchets qu'on met habituellement dans la poubelle jaune. Donc ça va être les bouteilles et les flacons plastiques, les bouteilles et les flacons, c'est ça pour les déchets plastiques. Tout ce qui est emballage métallique, petits cartons et briques alimentaires. Alors, sur le territoire, on a aussi certaines communes qui ont le papier en mélange. On est aussi dans le bac jaune. Donc voilà, là, quand je parle de déchets ménagers recyclables, c'est ces déchets-là dont je parle. Donc ensuite aussi, les déchets qui vont être recyclés, ça va être le papier qu'on met, donc là, je sais pour Côte Bascadour dans la borne à papier, donc la borne bleue en général. Et le verre, c'est le seul déchet qui, par contre, ne va pas passer par Canopia. En fait, il est collecté directement par un prestataire qui l'envoie directement en usine de recyclage. Donc là, vous avez un peu des chiffres des flux entrants et sortants de Canopia, combien on a de tonnes d'emballage qui rentrent sur une année. Donc c'est 6063 tonnes pour les emballages on a vu jaunes. Et les papiers, voilà, ça représente 7984 tonnes. Et ensuite, donc on va le voir, ça rentre en mélange, mais nous, au centre de tri, on va devoir retrier tous ces déchets-là en fonction de leur matière. Et donc là, vous avez les chiffres des flux sortants sur une année. Donc comment ça se passe? Donc, une fois que les déchets recyclables sont collectés, ils vont passer donc par Canopia, ils vont être déchargés sur une dalle de réception. Les sacs, ils vont être ouverts. Alors, ça va passer ensuite par le tri manuel. Donc, il y a des employés qui vont enlever en fait tout ce qui n'a rien à faire dans le bac de tri. Donc, ça va être par exemple les gros cartons que normalement on jette en déchetterie. Parce que ça, en fait, ça va nous bloquer la chaîne de tri si on les laisse sur le tapis de tri. Ça va être tous les autres types de plastique, à part bouteilles et flacons, qui ne sont pas encore recyclables. Et après, on peut trouver un peu de tout sur le tapis de tri. Hein. On avait fait d'ailleurs une campagne de communication pour rappeler les consignes parce on trouve quand même de plus en plus de déchets qui n'ont rien à faire dans le bac de tri. Donc, une fois que c'est passé par le tri manuel, ça va passer par un tri mécanique avec des machines qui vont reconnaître le type de déchets que c'est et ça va être stocké dans des alvéoles, on appelle ça des alvéoles, et mis sous balle, en fait, sous forme de cube, pour être envoyé ensuite en usine de recyclage en fonction du type de déchets que c'est.
Donc voilà un peu comment ça se passe pour les emballages recyclables. Les ordures ménagères, elles, donc quand on parle d'ordures ménagères, donc c'est le sac noir, la poubelle d'ordures ménagères, le sac noir. Donc ça va être tous les autres types de plastique, les restes de repas, tout ce qu'on va pas pouvoir mettre en fait dans les emballages recyclables ou alors le papier ou le verre. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Je vais peut-être là c'est les tonnages de valorisation de traitement sur installation, mais je vais peut-être vous expliquer. Donc, le sac d'ordures ménagères, en fait, il va arriver soit à Canopia ou soit à Mendishka. Donc là, c'est la carte que je vous ai montrée au début. Ça dépend de où est située la commune. Il y a 2 pôles, donc soit Mendishka, soit à Canopia. Donc, une fois qu'on a réceptionné ces ordures ménagères, en fait, elles vont passer dans des tubes de préfermentation. Le but, c'est que la matière organique qu'on a dans ces sacs, elle commence à fermenter pour ensuite pouvoir la récupérer pour en faire du compost. Donc, première étape, la préfermentation qui va durer 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, en fait, on va pouvoir faire un tri mécanique. Enfin, on dit tri, mais le but, c'est vraiment de séparer la matière organique des autres types de déchets, quoi. Là, c'est pas le tri des emballages ménagers. Là, c'est vraiment le but, c'est de récupérer au maximum la matière organique. Donc, ça va passer 3 jours dans ces tubes de préfermentation. Une fois qu'au bout de 3 jours, on va avoir la matière organique qui va commencer à se décomposer et on va pouvoir commencer à faire donc un tri mécanique pour récupérer cette matière organique. Alors, là, c'est pour Mendishka, donc le pôle qui est basé à Charrier-de-Bas. Ça va passer directement ensuite dans des tunnels où on va mettre la matière à fermenter pendant 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, on va obtenir du compost. Canopia, c'est un peu plus compliqué. Cette matière, une fois qu'elle est sortie des tubes de préfermentation, donc elle passe par le tri, elle va ensuite être stockée dans des digesteurs. Donc là, je n'ai pas la photo, mais c'est comme des grosses cuves où elle va passer 3 semaines aussi. Et au bout de 3 semaines, en fait, on va obtenir un composant qu'on appelle du digesta. Ce n'est pas encore du compost. Ce digestat, on va pouvoir le mélanger aux déchets verts des déchetteries de l'agglomération et donc là le stocker dans des box et en faire du compost. Et en se décomposant la matière organique dans les digesteurs, elle va produire du biogaz qui va être donc collecté, extraite et qui va passer dans un générateur. Donc en brûlant, en fait, il faut savoir que dans le biogaz est majoritairement composé de méthane, pardon. Donc ce méthane, en fait, on va le brûler. Et donc cette chaleur, on va la récupérer, nous, pour faire fonctionner nos installations. Par exemple, faire chauffer le type de préfermentation ou les digesteurs ou même nos bureaux. Et en tournant, ce générateur, il va produire de l'électricité et qu'on va pouvoir utiliser, nous, sur nos installations et nos bureaux. Donc on est à peu près autonome, nous, en matière énergétique. Et donc, au bout de 6 semaines, on obtient du compost qui va être, dont on va mesurer la qualité et qui va ensuite pouvoir être distribué, pardon, excusez-moi. Alors, pour Mendishka, ça va être aux agriculteurs locaux. Nous, sur Canopia, ça va être plutôt des grosses... ça va être Euralis dans les Landes, ça va être des coopératives agricoles plutôt. Pas les particuliers, pas les agriculteurs. Donc voilà, dans le but toujours d'essayer d'enfouir le moins possible de déchets. Vous travaillez pour le compost avec des structures de l'économie sociale et solidaire, de type les carrioles vertes qui récupèrent les biodéchets des restaurateurs, ou c'est vraiment deux choses complètement différentes? Non, c'est 2 choses différentes. D'accord. Ok. Et enfin, les derniers types de déchets qu'on peut avoir, c'est les déchets des déchetteries. Donc, ça va être tout ce qu'on ne va pas pouvoir jeter dans nos poubelles normales. Ça va être l'électroménager, ça va être donc les déchets verts dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va être les déchets dangereux. Et on arrive à l'heure actuelle à valoriser 71% des déchets qui sont jetés en déchetterie. Donc, comment? Alors, soit de manière organique, donc c'est ce que je disais à Canopia, en faisant du compost. Ça peut être aussi des valorisations matière. Donc, par exemple, le carton qu'on va jeter en déchetterie, il va partir dans une usine de recyclage.
et énergétique. Donc là, en fait, la seule benne qu'on n'arrive pas à recycler en déchetterie, ça va être la benne du tout venant. Donc, pour l'instant, si on ne peut pas la valoriser par valorisation matière, en fait, il y a une partie qui peut être incinérée. Alors là, je ne vois pas trop quoi, mais ça me paraît un peu compliqué. Non, c'est surtout que ça va être enfoui. Donc voilà, la seule benne qui ne va pas être utilisée, qui ne va pas être valorisée, ça va être la benne du tout venant. Après, voilà. Et, quoi dire de plus j'ai fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas si ça a été clair. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur des points où j'ai peut-être été un peu rapidement. Alors, est-ce que parmi les participants, si vous avez des questions, vous pouvez désactiver vos micros et poser votre question directement, vu qu'on n'est pas trop nombreux. Delphine, je vois que tu as désactivé ton micro, mais je ne sais pas si c'est pour une question. Oui, j'ai désactivé mon micro. Bon, on a eu beaucoup d'informations. Oui. Je pense qu'on a une vue globale sur le traitement des déchets. Alors, moi, je n'ai pas de questions spécifiques. Je suis quand même étonnée de voir que c'est encore manuel. Le tri, je pensais surtout aux sacs qui doivent être ouverts. Alors non, enfin, sur la chaîne de tri, il y a quand même l'ouverture des sacs, c'est pas manuel, c'est une machine qui le fait. Mais oui, il y a des machines qui font le tri, mais le premier tri, c'est quand même fait toujours par des employés. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on met dans nos sacs est regardé et trié. Le problème, c'est d'éviter que ce soit les citoyennes et les citoyens européens qui paient justement. Désolée, il y a un problème. Vous nous entendez? Alors, tout le monde nous entend? Moi, je t'entends, Mathilde. Ah, ok, d'accord. Oui, ok. Désolé, on a eu un problème de son. Nina a répondu à ta question, Delphine? Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Alors, il y a Christine qui lève la main. Si vous voulez, vous pouvez désactiver votre micro pour poser votre question. Oui, bonjour, Bertrand Burucois. J'ai quelques questions à poser. Quelle différence, je veux jeter un tapis. Oui. Quelle différence y a-t-il entre le mettre à la poubelle noire ou dans mon conteneur à Aix ou le mettre en déchetterie? Le tapis, c'est un tapis plastique, quoi, classique. Non, un tapis en coco. Non, c'est pour savoir le traitement. J'avais un tapis en coco, bon, pas immense, je veux le jeter. Si je le jette dans le bac, dans le conteneur de ma rue, pour la déchetterie, il part à l'enfouissement. Alors, si vous le jetez dans le tout venant, oui, il ne va pas être valorisé. Si vous le jetez, là, si c'est que de la fibre coco, je pense que vous pouvez le jeter dans les déchets verts, il n'y a pas de souci, quoi. Si c'est que de la fibre coco, je veux dire. Oui, bah après, donc, si c'est un tapis en laine, voilà, c'est pas la peine que je fasse un effort pour l'apporter en déchetterie, parce que le traitement est le même. Oui, c'est ça. Oui. Si ce n'est, ça va encombrer les boueux, enfin les éboueurs. Oui, enfin, après, il n'y a pas de problème pour le jeter dans la poubelle d'ordures ménagères. Oui, enfin, c'est la même destination, quoi. On n'a pas de reprise de tapis en laine, non. Ok. C'est ça la question. D'accord, tout à fait. Et vous m'aviez dit qu'il y avait des partenariats au niveau des déchetteries avec Emmaüs. Oui. Okay. Alors, effectivement, moi, j'utilise la déchetterie de Berritzparm. Oui. Il y a une cahute qui est réservée à Emmaüs, oui. dans laquelle on ne peut rien déposer à partir du samedi. Parce que si on dépose, ils jettent tout à la benne. Ça ne les intéresse pas. Okay. Après, j'ai déjà vu plusieurs fois Emmaüs qui venaient avec leur camionnette et tout ce qui ne les intéresse pas est jeté dans une benne immédiatement. Sans tri, ça rien du tout. Oh, c'est gênant de porter ça. Et puis, on voit que derrière, c'est tout. Oui, alors après, nous, on n'est pas derrière Emmaüs. On a un partenariat avec eux. On nous a déjà fait remonter ça. On voulait travailler avec eux sur ça. C'est vrai qu'après, il y a certaines choses qui ne vont pas les intéresser parce qu'ils en ont trop.
Oui, je t'imagine. Notamment les livres. Mais oui, on les a déjà vus faire. Nous aussi, on a eu des permanences en déchetterie. Effectivement, des fois, ils mettent tout dans la benne et on est en train de travailler avec eux pour essayer de leur faire passer aussi le geste tri. Message. Dans les livres, par En exemple, mélange. ils jettent tout dans la peine pour être financés. Et Oui, je après, sais. ce qui est regrettable, c'est que si on veut porter, on dit, des objets quelconques qui peuvent être réutilisés ou réutilisés, mais le samedi, on ne peut pas parce que les responsables du site ferment l'accès à cette cahier. Et Oui. si on met, ils jettent systématiquement. Après, alors l'accès est fermé parce qu'une fois que la déchetterie est fermée, les déchetteries ont déjà été vandalisées et les gens ont récupéré en fait ce qu'il y avait dans ces cabanes. Si on Ouais. laisse les choses, en général, les gens ils viennent la nuit se servir. Donc, il y a déjà eu des vandalismes en fait Oui, ça, parce qu'il y avait des choses dans la cabane à don d'Emmaüs. Donc c'est pour ça que à partir de samedi, on arrête. d'accord. Voilà. Après, la collecte Emmaüs, on a un partenariat avec eux. Voilà, c'est eux qui s'occupent de collecter cette cabane-là. Donc, c'est eux après qui décident de ce qui les intéresse ou pas. OK. Je peux continuer mes questions ou il faut laisser de la place aux autres? Alors, je vois qu'il y a Delphine qui lève la main aussi, mais après, si vous avez une autre question, vous pouvez Ça marche. Alors, à plus la tard. poser et Delphine posera sa question après. Allez-y. Ah, je crois que le monsieur a coupé son micro. Je Ah, vais peut-être poser ma question, du coup, qui est une question très concrète. Oui. Voilà, moi, il se trouve que je travaille au foyer des jeunes travailleurs et je vois souvent des jeunes avec leur sac, donc avec des déchets recyclables, mais la collecte, normalement, c'est le mardi. Et donc, je les vois avec leur sac les descendre et c'est pas forcément le mardi. C'est le mercredi, ouais, c'est ça. Oh, oui, le lundi soir, ouais, mercredi matin. Donc, ouais. je me demandais ce que devenaient ces sacs si on les déposait dans la rue le mauvais jour. Alors, si c'est juste un jour de décalage, si c'est par exemple, donc là, le mardi pour le mercredi, en fait, ça ne va pas être collecté, ça va être laissé là, et ça va être collecté avec la collecte sélective le mercredi matin. Par contre, si c'est dans la semaine plus tard, bah, ça va être collecté en ordures ménagères parce qu'on ne peut pas laisser des sacs comme ça en suspens. Voilà. Et alors, Après, si c'est dans des bacs, par contre, si c'est dans une résidence et que vous avez un bac de collecte sélective, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Là, ça va être collecté quand le camion va passer. Si c'était ça la question. Je sais pas si c'est clair. enfin, c'était plutôt pour les jeunes qui sont dans les logements diffus et qui sont comme des citoyens dans des appartements lambda. Et alors, j'ai une autre question. Oui. Je vois aussi souvent des sacs donc de produits recyclables attachés au conteneur dans lequel on jette soit des cartons, soit du papier. Et je me dis, mais ces sacs qui sont suspendus là, est-ce qu'ils vont être ramassés ou pas? Alors, normalement, non. Enfin, ça n'a rien à faire là. Après, dans tous les quartiers, il n'y a pas des bacs. Enfin, des fois, c'est convenu avec l'agglomération qu'il faut déposer les sacs à tel endroit. Ça peut être, il y a certains endroits où il n'y a pas encore des bacs. Donc, si c'est déposé à tel endroit, les reapers, ce qu'on appelle les reavers, les éboueurs, ils vont les collecter, avec la collecte sélective. Par contre, si c'est un endroit où c'est pas du tout prévu de laisser des sacs, ben non, ça va être connecté avec les ordures ménagères. Ça va pas être valorisé. Ok, merci. Voilà. Alors, Bertrand, si vous voulez poser votre deuxième question, allez-y. Oui, j'en ai d'autres. Une question là. J'habite donc à Aix, il y a des résidences, il y a des endroits où il y a des containers pour que tous les habitants des résidences jettent leurs ordures. Dans Oui. ces grands bacs, Oui. alors, il y en a qui jettent n'importe quoi. Oui. Que ce soit des matelas, que ce soit des grille-pains, des télévisions, etc., etc. S'il y a une grille-pain à l'intérieur, les boueurs ramassent tout et après, c'est donc enfoui à Aix. On est d'accord?
Alors, s'il le met dans le bac de tri, c'est ça? Ah non, dans le bac où il y a toutes les poubelles noires. Ah oui, non, ça va passer par Canopia, donc ça va Non, passer par Canopia, à Aix, mais non, ça va pas être, non, ça va pas être valorisé, non. voilà, ça part pas à Canopia, ça part ici à Aix, ça doit gars ou je sais pas quoi. Oui, mais ça passe, enfin, ça va pas aller directement à l'enfouissement, hein. Les ordures ménagères, elles passent quand même par Ah, Canopia. ah, obligatoirement. Oui, Ah bon, d'accord. Et oui, là-bas, les sacs sont éventrés, je sais pas trop. c'est ça, c'est Ils le sont système que je éventrés, vous expliquais il y a de un tube de premier tri préfermentation. manuel. D'accord. Ok. Oui, toujours pour essayer de valoriser la matière organique. Mais bon, après, voilà, le Ah grille-pain, oui, s'il avait été déposé en déchetterie au bon endroit, il aurait été valorisé. Là, on va pas jusqu'à récupérer ce grille-pain et le valoriser. ah, Parce- il est isolé et détruit, alors. C'est ça. Il Pas est, valorisé. alors, en fait, ce que j'ai pas Ouais, c'est dit, ça. enfin, si vous venez visiter Canopia, c'est peut-être plus simple à vous expliquer. Il y a une Allez-y. partie, en fait, après les tubes de préfermentation, dans le tri mécanique, il y a les déchets qui vont passer sous un aimant. Donc, Ah oui, exact. un grille-pain, ça peut peut-être être récupéré. Après, voilà, ça peut peut-être être récupéré et ça peut être mis de côté, oui. Mais Ok. bon, le mieux, c'est quand même de. Enfin, le but, c'est pas de retrier ce qu'il y a dans les ordures ménagères pour les valoriser. Oui, Le on est but, d'accord. c'est le tri en amont pour éviter de faire ça. Voilà. Le recyclage des pots de yaourt, de barquettes en plastique, en polystyrène, poches plastiques, c'est toujours pas d'actualité dans notre région. Pas encore, d'ici 2022, normalement. Ok, d'accord. Voilà, c'est que en France, il y a eu des communes, enfin des régions de test pour tester la recyclabilité de ces plastiques-là et trouver des filières ensuite. Et donc, si c'est concluant, c'est tendu à la France entière, mais normalement, ça va l'être. Mais il faut aussi adapter les centres de tri pour pouvoir trier ce type de plastique. Pour l'instant, les machines, en fait, elles ne vont pas reconnaître ce plastique-là comme un plastique qu'il faut mettre de côté et valoriser. Ça va être considéré comme une erreur de tri, donc ça ne va pas être valorisé. Donc, il y a des travaux à faire sur le centre de tri pour qu'on puisse valoriser ces déchets-là. Mais c'est un projet, oui. Ok. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure d'un bon de 50 euros pour une histoire de Oui, végétaux. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Alors, à une époque, j'avais entendu que Biltagarbi, enfin, AS, il prêtait des broyeurs de branches ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est oui. toujours d'actualité? Alors ça, c'était du temps de Bissy Garbia. Ok. Non, c'est plus le cas. En fait, nous, on a, si vous allez sur le site de Biltagarbi, je crois qu'il y a toujours l'onglet pour parler de cette opération-là de 50 euros d'aide. C'est soit, en fait, vous faites appel à un prestataire privé, un professionnel qui vient broyer chez vous, ou alors pour l'achat d'un broyeur, ou oui, ça peut être pour l'achat d'un broyeur, 50 euros qui sont offerts. D'accord. Voilà, mais c'est bon, là, si j'explique peut-être pas très bien, mais si vous allez sur le site de Biltagarbi, vous avez la page en fait qui va vous expliquer l'opération plus en détail. Et une époque aussi, il y a Bissy Garbia qui avait lancé une opération de don de composteurs pour les jardins. Oui. Moi, j'en ai deux. Malheureusement, j'ai des pièces qui sont cassées. Est-ce qu'on Oui. peut trouver des pièces de remplacement? C'est des tiges en plastique, c'est tout. Non, nous on Ok. donne des composteurs, on ne donne pas les pièces au détail, non. Ok. Voilà. Tant pis. Et juste, Après, si pardon. vous avez besoin un nouveau, peut-être que vous pouvez alors attendez, parce que là, si vous en avez déjà, c'est 10 euros pour le premier composteur qu'on vous prenez. Donc, si vous en avez Ok. déjà eu, je ne sais pas si vous pouvez bénéficier de ce tarif-là. Le mieux, c'est de se rapprocher autrement des ambassadeurs du tri du territoire. Ils vont peut-être plus pouvoir vous informer que moi. Voilà. Et juste avant de te donner la parole, Delphine, je voulais juste poser une question parce que je vois qu'il y a une personne de l'association Selgaritine qui est la gratuiterie de Bidart. Et je voulais savoir si Vita Gardi, vous travaillez avec des acteurs du réemploi et de réduction des déchets, de l'économie sociale et solidaire du territoire ou pas. Et si jamais Oui, Paul de l'association Selgaritine veut aussi apporter son témoignage,
pouvez intervenir. Alors moi j'ai en fait, moi je suis plutôt sur la partie une fois que les projets sont lancés, l'application de ces projets sur le terrain. Mais on a une animatrice zéro déchet en fait à Biltagarbi qui s'occupe de faire le lien avec tous ces acteurs qu'on peut avoir sur le territoire en matière de réemploi ou de réduction des déchets. Donc je pense qu'elle travaille déjà avec eux. Oui. Et du coup, elle accompagne les projets réemploi et réduction des déchets? Oui, oui. D'accord. Et est-ce que l'association Solidarity, vous êtes accompagnée par Biltagarbi, peut-être, ou pas? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, alors on a pris contact depuis cette année en fait avec Manuela Oui, c'est ça. Voilà, Manuela Ducrot. pour justement mettre en place des partenariats. Pour l'instant, c'est pas encore bien en place. Nous, on est une équipe de bénévoles, hein, donc notre association, elle fonctionne petit à petit avec les moyens qu'on a. Toutefois, on se rend compte quand même, nous, notre gratuiterie, elle est ouverte en fait depuis 2015 maintenant. Et on actionne, on sensibilise beaucoup justement à cette idée de reconsidérer l'objet, non pas comme un déchet, mais comme quelque chose qui peut être réutilisé justement pour éviter que ça finisse en ultime. Donc, on se rend compte que déjà, par notre micro-action, on arrive à revaloriser énormément de choses. Beaucoup de vêtements, surtout, mais aussi plein d'objets du quotidien. Un monsieur, là, intervenait tout à l'heure sur une histoire d'un tapis. Si effectivement le tapis est en état, nous, ça nous fait vraiment deuil qu'il finisse en fait à la déchetterie, dans la benne tout venant, alors que nous, il peut resservir dans notre structure à d'autres personnes. Donc voilà, nous, on est sur Bidart, on voit que nos usagers rayonnent quand même sur toute l'agglomération. On a des gens qui viennent même de l'intérieur du Pays Basque pour venir revaloriser leurs objets. Et notre initiative, elle commence à être quand même assez bien comprise maintenant par les gens. Et beaucoup ont ce réflexe-là d'éviter en fait les bennes à partir du moment où l'objet est en bon état et en état d'être réutilisé par d'autres. Beaucoup maintenant commencent à avoir le réflexe de passer par des structures comme la nôtre en définitive. Donc ça, c'est... On peut déposer tout type d'objets à la gratuiterie et après on peut aussi récupérer tout type d'objets gratuitement si on est adhérent à l'association. Alors on n'a même pas besoin d'être adhérent. Nous on fonctionne tout à fait librement en fait. N'importe qui peut venir déposer ou venir prendre et il n'y a pas besoin de réciprocité. On n'est pas obligé de venir déposer pour prendre ni de prendre pour donner d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne quand même super bien. C'est qu'il n'y a pas de contrainte d'adhésion ou autre. En fait, on est le principe des boîtes d'échange qui a été mis voilà, dans certains lieux par Biltagarbi, mais avec une surface un peu plus grande. Nous, on avait commencé par une toute petite boîte en fait en 2013. À la sortie d'Alternativa Bayonne, en fait, on avait mis en place une toute petite boîte d'échange devant notre local parce que à l'époque, on était simplement une association d'entraide. On était un CEL, un système d'échange local. On échangeait du service entre personnes, justement sans argent, en fait, sur la base du temps. Et en rentrant d'Alternativa, on a installé cette petite boîte d'échange qui a eu un succès de suite énorme. Et comme on avait la chance d'avoir un local mis à disposition par la commune, on a dédié une toute petite partie du local en grande boîte d'échange, en fait, en grand placard. C'était une surface de 4 mètres carrés à l'époque. Et là, pareil, cette initiative de placard d'échange a de suite explosé, en fait. On a été rempli d'objets. Il y avait plus de gens qui venaient amener des choses que d'autres qui venaient en prendre. Donc, on n'arrivait pas
à bien faire l'équilibre. Et c'est en 2015 en fait qu'on a dédié l'ensemble de notre local en fait à ce principe de gratuiterie, de boîte d'échange en fait géante. Donc aujourd'hui, on a des bénévoles parce que la problématique des boîtes d'échange en fait, c'est aussi les comportements un peu inciviques en définitive, de gens qui viennent déposer des choses pas forcément en bon état, en grande quantité. Et qu'il y a et voilà, il y a des gens qui n'en prennent pas autant qu'ils n'en déposent. Aujourd'hui, c'est là où on voit en fait aussi la surconsommation qu'il y a partout en définitive et la quantité de déchets en définitive que ça génère. Donc nous, on a été obligés de mettre en place un système de bénévoles veilleurs en fait qui accueillent les objets, qui peut regarder l'état. Si l'objet est en bon état et qu'il a sa place à la gratuiterie, on l'accueille. Si on n'a pas la place à la gratuiterie, on a mis en place des systèmes de partenariat avec d'autres associations, type Secours catholique, Secours populaire, Recyclarté, Chirindola et bien d'autres, jusqu'au refuge animalier ou Egalaldia aussi. En fait, on essaye de revaloriser au maximum les matières, nous. Et on considère déchets réellement quand on n'a pas d'autre solution en fait de replacement de l'objet. Et oui, et tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, donc voilà. Bon, en gros, nous, on a des bénévoles qui accueillent les objets et quand l'objet est en mauvais état, on essaye aussi de renvoyer chaque citoyen à sa propre responsabilité sur la gestion de son objet. Donc, quand vraiment il est en mauvais état, à ce moment-là, on le renvoie à sa responsabilité de l'amener à la déchetterie. Pour autant, il nous arrive quand même d'avoir des dépôts sauvages hors des jours d'ouverture. Et dans ce cas-là, on est responsable de ces objets-là qui ne peuvent ni être placés à la gratuiterie, ni être réinjectés dans d'autres associations. Donc, on arrive à nous-mêmes les amener à la déchetterie. Et on se rend compte qu'il y a des quantités quand même très, très importantes toutes les semaines, donc très gros volumes en fait qui partent à la déchetterie. Donc il y a encore un gros travail à faire à ce niveau-là, tant au niveau des institutionnels que du citoyen lui-même. Et du coup, pour Salgaretin, il y a Bertrand qui demande si vous êtes ouvert en ce moment et Dany qui demande comment luttez-vous contre les incivilités, si vous en avez, des personnes qui ne trient pas du tout et ne vont même pas dans les déchetteries. Alors, malheureusement, vu la situation actuelle, on est fermé pour le moment parce que c'est un local municipal et donc la municipalité a décidé de fermer l'ensemble de ses locaux au public. Donc pour l'instant, on n'accueille plus rien. Toutefois, là, c'est pareil, on a des usagers tellement habitués parce qu'en définitive, cette action, elle n'a pas qu'un volet environnemental, en fait, elle a aussi un gros volet social. Nous, on voit en fait aussi sur le territoire la part de personnes précaires, en définitive, qui du coup se servent réellement de ces initiatives pour un but très vital en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent et qui s'équipent dans la gratuiterie parce qu'il n'a pas les moyens d'aller acheter. Donc on a une grosse population qui en ce moment est justement très en difficulté. Et il s'est avéré là que ces derniers jours, il y a eu des dépôts devant la gratuiterie qui ont été faits de manière très civile pour le coup, des objets en bon état qui ont été déposés, des livres, des vêtements chauds, il y a même eu un peu d'alimentation. Et là, on a laissé faire ces jours-ci, voir ce que ça allait donner. Pour le moment, ces jours-ci, c'est assez respecté. Donc, il se trouve que là, il y a une zone de gratuité qui s'est installée devant le local de manière un peu sauvage. Voilà. Et sur la question des incivilités qui durent clairement depuis le début, qu'on n'arrive pas à totalement résoudre, et bien la
la seule réponse qu'on a trouvée, ben, c'est l'information et la sensibilisation en fait au quotidien. Voilà. C'est être présent au local, faire le plus d'ouverture possible par semaine et discuter avec les gens et leur expliquer en définitive qu'est-ce qu'est un objet en bon état, qu'est-ce qui ne l'est pas, essayer de nous respecter, de respecter notre initiative et essayer de ne pas venir nous déposer des choses hors des jours d'ouverture. Voilà, ça ne marche pas tout le temps et ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, les incivilités, le trop-plein, en fait, on le gère pour le moment. Voilà. Bon, ça vaudra le coup que vous veniez présenter votre projet à la maison de l'ESS, sûrement pour la gratuité. Avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup. Delphine, tu avais levé la main depuis tout à l'heure. Oui, j'ai une question et je souhaitais revenir sur les composteurs. Surtout pour les gens, alors là je vais parler de la ville de Bayonne, qui habitent en centre-ville. Et je voulais savoir s'il y avait des composteurs pour les habitants, quoi. Alors, pas dans les immeubles, puisque dans le centre ancien, il y en a très peu. Mais s'il y avait un endroit où on pouvait venir déposer. Alors, il y a un projet en fait qui a été fait depuis 2 ans. Là, c'était avec le budget participatif en partenariat en fait avec Bilta Garbi. C'était justement des habitants de Bayonne qui avaient fait la demande d'avoir justement des composteurs un peu partout dans la ville. Et justement, le projet a abouti et c'est une collègue à moi qui s'en occupe. Et je crois que le premier va déposer demain, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est à Saint-Esprit qu'elle devrait installer. Je crois qu'il y en a déjà au Rempart. Petit à petit, c'est en train de se faire. Ouais. C'est en train de s'installer. Voilà. Après, je crois qu'ils sont encore en phase de test, mais voilà. C'est prévu qu'il y en ait qu'il y en ait plusieurs sur Bayonne. Ok. Voilà. Après, le détail du projet, je ne l'ai pas forcément. C'est ma collègue qui est maître composteur qui s'occupe vraiment de cette relation avec la ville et sur les composteurs. Mais voilà, normalement, c'est en train d'aboutir. Voilà. Ok, merci. Et nous, sur Biarritz, on a eu pas mal de demandes à la maison de l'ESS de gens du quartier par rapport à des composteurs collectifs, parce qu'il y a 0 composteur collectif de type au Rempart ou Saint-Esprit à Biarritz. Peut-être à la gare, au jardin partagé, mais dans le centre, il n'y en avait pas. Du coup, on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là aussi. Oui, alors oui, on avait eu déjà la demande il y a 2 ans. C'était pareil, c'était parti dans un budget participatif. Mais je crois que ça n'a pas abouti. On est en relation avec la mairie et je crois qu'ils sont en train de réfléchir à peut-être relancer ce projet-là. Après, voilà, nous, on est là pour accompagner les mairies, mais c'est les mairies qui décident si oui ou non mettre ça en place sur leur commune. Et je sais on constate qu'il y a de plus en plus une demande de composter, que ce soit à la maison ou même en habitat collectif. Et voilà, il faut trouver les sites, il faut trouver qui va s'en occuper, qui va faire le suivi après. Le problème qu'il y a, voilà, c'est ça, du compostage collectif, c'est que faut faire un suivi sur la durée. Et en général, au bout d'un moment, il y a pas mal de sites, nous, même en pied d'immeuble, où il y a des référents qui, au bout d'un moment, ça s'essouffle en fait. Donc, nous, on est juste là en support. C'est pas nous qui allons gérer le site. Donc, voilà, ça peut être un peu compliqué, cette gestion, justement, du collectif, du long terme avec voilà, ces projets collectifs. Mais oui, on a de plus en plus de demandes sur ça. Ok. Et j'avais une question de Dani par rapport aux incivilités aussi, pour savoir comment vous, Bilta Garbi, vous gériez ce genre de problème par rapport aux personnes qui ne trient pas du tout, ou c'est aussi par la sensibilisation? Alors nous, on n'a pas le pouvoir de police, hein, il n'y a pas de sanction pour ça. Voilà, c'est la sensibilisation. C'est pour ça qu'on fait des porte-à-porte, des stands grand public. Voilà, c'est surtout de l'information qu'on donne. C'est le seul moyen qu'on a d'essayer de lutter contre ces incivilités. Et il y a Bertrand qui demande s'il y a une visite de canopia et d'allouage sont prévus.
Alors là, pour l'instant, les visites, elles sont fermées au public, hein. De toute façon, je pense que ça sera signalé sur le Facebook ou alors le site internet de Bilta Garbi une fois qu'elles seront rouvertes au public. Mais oui, en général, il y a au moins une fois par mois une visite grand public qui est organisée. Voilà. Mais là, pour l'instant, non, on ne peut pas accueillir de public vu les conjonctures, vu la conjoncture actuelle, quoi. Merci. Gilles, tu voulais poser une question, même si on ne te voit pas à l'écran. Oui, non, je voulais savoir comment vous communiquez sur les sachets. Tout à l'heure, vous répondiez à Delphine, je crois, sur les sacs Oui. de tri, que lorsque les gens les déposent trop en amont ou trop en aval de la date de récupération, ils sont mis dans les déchets classiques. Sauf que ça, j'ai l'impression, pour le voir sur Biarritz, où dès le mercredi après comme les gens savent pas, ils le mettent n'importe quand. Et des fois, on voit les sacs traîner pendant 2-3 jours. Et je pensais que vous les récupériez quand même. Mais a priori, est-ce que vous communiquez sur le fait que ça n'est pas la peine de trier si on ne met pas la bonne date? Alors, l'année dernière, déjà, il y avait le jour de collecte de ces emballages recyclables qui avait changé. Donc, il y a eu toute une campagne de Ouais. communication justement sur le bon jour de collecte. Nous, je sais qu'on avait fait du porte-à-porte dans des quartiers où justement on avait constaté que les gens n'avaient pas forcément eu l'information. Mais bon, après, on ne peut pas être sur tout le territoire. Et on est en train d'essayer de travailler aussi avec l'agglomération pour essayer justement de rappeler ce jour de collecte parce qu'on voit que l'information, elle n'est pas encore forcément passée pour tout le monde. Voilà. Oui, mais c'est surtout dans les villes où les gens, en fait, sont, pour certains, uniquement là le week-end, par exemple. Je ne citerai personne, mais et donc, du coup, ils n'étaient pas forcément là quand vous avez fait votre campagne. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre sur les sites des mairies, de toutes les mairies, Après, normalement, ils ont eu, via les bulletins municipaux, on avait fait passer dans le sud-ouest, on avait fait passer un peu partout l'information. d'accord. Et dans Ok. les boîtes aux lettres aussi, des courriers qui étaient passés. Oui, mais sur un site qui existe constamment, comme par exemple la mairie, etc., où on peut taper que faire de mes déchets, immédiatement on aurait l'information. C'était juste ça. Faire une petite Oui, info sur quelque oui, chose qui reste. Parce que tout ce que vous avez cité, c'est si vous n'êtes pas là à ce moment-là, vous ne le voyez pas. Et voilà, c'est juste ça. oui. Après, oui, c'est à nous de renforcer aussi les liens. Enfin, on travaille avec les mairies, mais c'est vrai on n'a peut-être pas forcément tout le temps le- on n'a peut-être pas tout le temps le lien aussi avec les mairies, mais oui, on y travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les participants? Moi, je voulais juste savoir au niveau du traitement et de la gestion des déchets, sur le territoire, quelle était la problématique la plus importante? C'est un La problématique. public ou un secteur? Les déchets qu'on avait le plus de difficultés. Là, c'est ce que je disais. En fait, nous, là, on a un gros apport de déchets verts D'accord. depuis ces dernières années là, qui explosent. Et c'est un coût de traiter ces déchets-là, même si on voit qu'on le valorise, mais c'est quand même c'est un coût de les apporter à la déchetterie, les bennes qui vont être collectées, qui vont être ensuite amenées à Canopia, alors que ça pourrait être valorisé directement dans le jardin. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute une opération de communication sur ça. Après, une problématique qu'on a aussi, là depuis un an aussi, c'est justement tous les dépôts qu'on peut avoir aussi. Bon, là, c'est avec l'agglomération qu'on travaille. Tous les dépôts qu'on peut avoir aussi au pied des containers. Les dépôts sauvages, en fait, d'un peu tous les encombrants. C'est de plus en plus fréquent maintenant dans les villes et un peu partout. Et donc, il va justement sûrement y avoir une campagne de communication sur ça assez rapidement parce qu'on a de plus en plus de problèmes de ces dépôts sauvages un peu partout, au pied des containers. Ok. Ouais, Voilà. alors, bonsoir tout le monde. Justement, je veux rebondir sur ce que vous dites, Nina, parce que moi, je suis un petit peu en dehors, c'est un regard extérieur. Et du coup, ma question sur les incivilités,
C'était justement par rapport à ça aussi, tous ces problèmes d'encombrants à côté des conteneurs. Et donc, du coup, moi, pour moi, le Pays Basque, je tire mon chapeau parce que justement, je ne voyais pas d'incivilité ou de dépôt sauvage, mais bon, je viens de le dire, donc ça existe. Mais enfin, voilà, pour moi, c'était jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'impression que partout, que ça soit au bord, sur la côte ou dans les terres, c'était vraiment très, très propre. Et j'ai l'impression quand même que les gens suivent, trient, ils font quand même. Moi, là où je suis, c'est pas du tout ça, et c'est plutôt l'inverse. Et bon, j'irai pas plus loin parce que ça me tord les tripes, comme on dit. Donc voilà, bon, ça arrive aussi au Pays Basque, mais peut-être que maintenant, peut-être pas encore trop, mais enfin. Moi, je suis sur Bordeaux, alors bon, voilà, je le lâche, tant pis. Hein, en plus, on est avec une mairie écolo, bon, voilà, tant pis, j'assume aussi. Et je suis dans un écoquartier, et c'est ça qui encore plus qui me taraude encore plus, parce que on est à l'opposé de ce que ça devrait être. Enfin bon, bref. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais pour moi, le Pays Basque, c'est un exemple de propreté, et je tire mon chapeau à tous les habitants, même aux résidents qui viennent, parce que soit les communautés ou même les syndicats comme vous mettez en place vraiment des choses qui fonctionnent, et je pense que bon, voilà, après je vois pas tout, mais en fait je suis quand même super étonnée de ce que j'ai vu plusieurs fois, et voilà, ça un peu partout, quoi. Mais bon. Voilà, nous après, c'est vraiment le constat que depuis le déconfinement quand même, le premier déconfinement, on va dire, il y a vraiment une explosion des incivilités, des dépôts sauvages en pied de containers. Et voilà, donc après, là, pour le coup, le nettoyage des points d'apport volontaires et tout, c'est pas Biltagarbi. Là, il faut tirer le chapeau plutôt à la communauté d'agglomération Pays Basque qui s'occupe justement de la collecte de ces déchets en point d'apport volontaire. Il a vraiment mis l'accent sur ça, mais le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, c'est nettoyé, mais c'est quand même un coût supplémentaire de traiter ces déchets en plus. Et c'est pas une solution pérenne, quoi. Et est-ce que les déchetteries, elles étaient ouvertes justement pendant le confinement? Alors, elles ont commencé à être ouvertes vers la fin du déconfinement, confinement, excusez-moi. Ouais. Les 2 dernières semaines, avec une prise de rendez-vous. Mais on dirait que les gens, en fait, ils ont un peu perdu le geste tri pendant le confinement. C'est un peu le constat qu'on a. Et les professionnels, les dépôts sauvages des professionnels, les bâtiments, ce genre de choses, non? Justement, on travaille sur la gestion des déchets inertes. Depuis 2010, on a récupéré cette compétence-là, et j'ai justement une collègue qui s'occupe de cette mission-là et qui travaille avec les professionnels pour essayer de retraiter ces déchets-là, de recycler ces déchets-là justement dans la construction. Il y a toute une réflexion depuis 2 ans qui est en train d'être menée autour de ces déchets-là, pour éviter ces dépôts sauvages qu'on trouve un peu partout. Bon, en tout cas, merci beaucoup, parce que déjà de faire une présentation comme ça, moi j'aimerais bien qu'on ait la même chose chez nous pour les habitants, parce que je pense qu'il y en a certains, ils n'ont pas du tout d'infos. Donc voilà, bravo en tout cas. Merci. Alors, on va peut-être prendre juste une dernière question de Bertrand avant de clôturer la séance. Oui, c'est juste une question rapide, et puis je m'arrête parce que ma femme qui est à côté me dit que je pose trop de questions. Qui c'est qui décide si la collecte sélective s'effectue en sac plastique transparent ou en bac jaune? De Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, c'est l'agglomération, c'est qui? Oui, c'est l'agglomération qui s'occupe des modes de collecte. Après, c'est en fonction du type d'habitat. C'est aussi si le camion peut passer ou pas. Ça dépend aussi de la technique, quoi. Enfin, est-ce que le camion peut passer pour collecter le bac? Si ça ne va pas être type, ça va être en sac. Voilà, mais c'est l'agglomération qui s'occupe de ça, oui. Ok, merci beaucoup.